Ah ouais, c'est bon, hein? C'est bon, hein? D'accord. Oui, je vois ça. Tu as le lien, c'est bon? Tu le vois? Oui, je partage. Ok, c'est parfait. Oui, je vois ça. Genre, Le lien, c'est bon? Tu le vois? Maïmouna. Je partage. Attends. C'est parfait. Genre, Maïmouna et Khoudia, vous pouvez partager le lien, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Oui. Je vous mets le lien de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vous mets le lien de la vidéo. Ok. Juste un instant. Francine, tu peux partager cela au niveau du groupe WhatsApp? Si, si. Ok. Oui, bien sûr, je vais partager ça là-bas. Bonsoir. C'est Madame Dia Awakare, responsable de la commission de réflexion de FESTIC, Association d'éthique. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e jotaay et nous avons d'éminentes femmes, de vrais rôles modèles avec nous pour parler d'un sujet d'actualité, l'essor du e-learning au Sénégal, quel levier activer. Donc, je vais laisser le soin à nos intervenantes de vous expliquer ce qu'est le e-learning, comment ça se développe au Sénégal, où on en est. Donc, Dior, je vais te laisser le soin de te présenter. Dior Birima. D'accord. Merci, Awa. N'est-ce pas, vous m'entendez très bien? Oui. C'est parfait. Alors, merci, Dior? Awa. Oui, c'est bon? Oui, ça va, oui. Ok, donc je me présente. Moi, je m'appelle Dior Falson, mais on me connaît plus sur les réseaux sous le nom de Dior Birima. Donc, actuellement, je suis chargée de la communication, du marketing et du recrutement des étudiants à DAOS, la Dakar American University of Science and Technology. Et parallèlement, je suis également ambassadrice de l'éducation des filles au niveau de l'Union africaine. Et en dehors de cela également, je suis intéressée par tout ce qui est dans l'ensemble communication, marketing, éducation, les questions relatives au genre. Donc, merci au FESTIC de m'avoir invitée pour échanger avec ces grandes dames qui sont là aujourd'hui, Khoudia et Maïmouna, sur un sujet qui est vraiment d'actualité. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et à tout à l'heure pour les échanges. Merci Dior. Je rappelle que Dior est aussi membre du FESTIC. Khoudia, notre invité du jour, parce que Maïmouna aussi est membre du FESTIC. Khoudia, je te laisse, Khoudia Gueye-Ndoye, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. cher Awa, cher Maïmouna et cher Dior. Je suis ravie de partager ces moments avec vous. Moi, je suis Madame Ndoye Khoudia Gueye. Je suis la directrice des infrastructures et des systèmes d'information à l'Université virtuelle du Sénégal et en même temps présidente de l'association Sentix, qui est une association sœur de FESTIC et de Gigantech aussi. Merci. Okay. Merci Madame Ndoye Khoudia. Maïmouna, Madame Ley? Oui, Awa, merci Maïmouna beaucoup. Diakhaté. Je suis très honorée d'être ici avec deux femmes que j'aime beaucoup. Khoudia, avec qui je partage également l'association Senchix, parce que je suis membre du FESTIC, mais je suis également membre de Chix. Et Khoudia est une sœur. Et je fais un master à l'UVS, un master en sciences d'éducation à l'UVS, ce qui fait que nous avons énormément de points en commun. Alors, Dior, c'est ma sœur. Elle est également avec moi dans le FESTIC et dans JIDA.
et nous nous retrouvons sur beaucoup de points, notamment l'éducation des filles. Et je suis là aujourd'hui en tant que FESTIC, mais également en tant que présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, une association dont l'objectif justement est l'intégration des TIC dans le processus des enseignements-apprentissages. Donc, c'est vraiment un honneur et une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous. Et je te remercie, Awa, pour l'invitation. Les remerciements sont partagés. Merci à vous toutes, chères dames. Donc, nous allons commencer d'abord par Khoudia. Khoudia, peux-tu nous parler un peu du e-learning en général et au Sénégal, comment ça s'est fait lors de la période de Covid? D'abord, parle-nous du e-learning. Qu'est-ce que c'est que le e-learning? Merci, cher Awa. Je suis ravie de démarrer ce webinaire qui porte sur l'essor du e-learning. Donc, quand on parle de e-learning, ce qui ressort comme message, c'est le I qui fait référence à tout ce qui est en ligne, à tout ce qui est électronique, mais également learning pour faire référence aux technologies d'apprentissage. Donc, pourquoi ici on met pas le focus sur l'enseignement? Parce que c'est un terme qui est emprunté de nos amis anglophones et eux, ils font le focus sur l'apprenant et non pas sur l'enseignant. Donc, dans les pays francophones, nous avons tendance à traduire e-learning comme toutes les technologies d'enseignement, d'apprentissage qui sont faites en ligne. Parce que comme nous le savons, d'habitude, nous avons des technologies d'enseignement en présentiel où les étudiants se retrouvent dans les amphis, les élèves dans les écoles en face de l'enseignant qui essaie de leur inculquer des connaissances, du savoir. Et quand on parle d'e-learning, c'est qu'on a l'absence physique de l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignant et l'apprenant ne sont pas dans un même espace local physique. Donc, entre eux, il y a donc des technologies qui sont utilisées pour que le déroulement des enseignements-apprentissages puisse se faire de façon vraiment convenable. Donc, Awa, pour introduire un peu par rapport au terme e-learning, voilà ce que je peux dire. Donc, c'est toutes les méthodes, les technologies qui sont mises en œuvre, les outils pour permettre un enseignement adéquat à distance en absence de l'enseignant. Mais l'apprenant doit pouvoir acquérir toute forme de connaissance en utilisant ces outils numériques-là et à distance. Voilà. D'accord. Et peux-tu nous parler un peu du e-learning au Sénégal ici? Bon, le e-learning au Sénégal quand même a fait ses débuts depuis très longtemps. Quand je prends l'exemple des universités que je maîtrise le plus parce que j'ai fait plus de 10 ans dans ce secteur-là, l'enseignement supérieur. Et au sein des universités, depuis plus de 10 ans, on a ce qu'on appelle des instituts de FOAD, des instituts de formation ouverte à distance. Donc, ces instituts-là ont été les premières initiatives qu'ont mises en œuvre les universités pour démarrer ce qu'on appelle l'e-learning. Donc, il y a eu un certain accompagnement des enseignants pour les aider à mettre en ligne leurs cours qu'ils avaient sous format papier. Donc, les FOAD ont permis à ces enseignants du supérieur de pouvoir numériser leurs cours et d'être outillés en termes de bagage intellectuel, de formation. Ils ont bénéficié de renforcement de capacités. Je peux citer quand même les pionniers dans ce domaine-là. C'est l'école EBAD, par exemple, l'école des bibliothécaires et archivistes de l'UCAD. Je peux citer la FASEC, dont le doyen même vient d'être nommé recteur de l'UCAD. Je le salue au passage, le doyen Alimbaï. Je peux citer l'exemple de la faculté des sciences et techniques de l'UCAD avec
le centre de calcul dirigé par le professeur Ibrahima Niang avec le département du DRTP. Je peux citer aussi l'exemple de la faculté de lettres avec Adamaka qui est membre de Sentix aussi, qui appuie beaucoup les enseignants de la faculté de lettres. Mais également, je peux citer l'exemple de la faculté de droit, de la FEJP. Donc, à l'UQAD, on a eu vraiment beaucoup d'initiatives au sein des facultés, des écoles et instituts. Mais les autres universités aussi ne sont pas en reste. Il y a l'exemple de l'UGB, l'exemple du FOAD de l'Université de Ziguinchor, de l'Université de Bombay, mais également de l'Université de Thiès. Donc, pour vous dire que dans toutes les universités publiques, en tout cas du Sénégal, il y a eu des efforts, des initiatives qui ont été menées depuis très longtemps. Et donc, je ne peux pas citer l'exemple patent qui est la création de l'Université virtuelle du Sénégal en 2013 pour mettre au devant de l'enseignement supérieur les technologies de l'information et de la communication. Donc, la création de l'Université virtuelle du Sénégal donc, répond à ce besoin-là d'adapter nos formes d'enseignement, mais nos formes d'apprentissage, mais aussi nos formes d'évaluation de nos apprenants. Donc, l'Université virtuelle du Sénégal aujourd'hui peut être citée en un exemple de réussite pour tout ce qui concerne l'e-learning. Et ça, c'est démontré avec la COVID, avec toutes les activités de service à la communauté que nous menons au sein de l'université, mais également beaucoup d'activités que nous menons pour accompagner des partenaires aussi bien dans le secteur privé que public. Donc, voilà un peu pour résumer de façon rapide au Sénégal. Merci, Khoudia. Donc, on peut dire que le e-learning a été initié au Sénégal même bien avant la COVID, et donc c'est la COVID qui l'a accéléré. Et c'est utilisé aussi bien au niveau des universités, des écoles de formation qu'au niveau des entreprises. Donc, Dior, merci Khoudia. Dior, peux-tu nous parler un peu du e-learning, je dirais, au Sénégal et aussi dans les entreprises, parce que ce n'est pas seulement l'apprentissage des étudiants, mais aussi il y a la formation je dirais, des employés, surtout en ressources humaines. Donc, peux-tu nous faire un peu le tour? D'accord, merci pour cette question, Awa. Donc, Khoudia, on a parlé tout à l'heure. Déjà, si on en vient au contexte, avant, ce qu'on avait, c'était voilà, le classique, le modèle d'enseignement traditionnel. Quand on va à l'école, quand on est en classe et tout, mais avec le temps, ça a commencé à évoluer. Et dans cette évolution-là, on a remarqué de plus en plus qu'il y a des salles informatiques, par exemple, qui sont au niveau des établissements, parce qu'après, l'informatique fait partie de leur programme. Et c'était un moyen, en fait, de commencer à les initier sur, par exemple, les outils du numérique. Donc, ils commencent à faire informatique, ils évoluent au fil du temps. Maintenant, en termes de e-learning, avant même qu'ils ne restent chez eux et faire leurs cours en ligne, ça a commencé d'abord au niveau des établissements eux-mêmes. Parce que c'est vrai, ce n'est pas tous les élèves aujourd'hui ou les étudiants qui sont dotés d'ordinateurs portables. Donc, ces salles informatiques permettaient, par exemple, pour les étudiants, pour les enseignants qui ne sont pas sur site, de pouvoir faire leur formation en ligne et tout en permettant aux élèves, aux étudiants de pouvoir suivre dans les salles informatiques. Maintenant, avec le temps, ça évolue. Les élèves, les étudiants sont de plus en plus équipés avec ces outils. Maintenant, ce qu'il faut noter également, c'est que le e-learning rentre dans le cadre de la stratégie du gouvernement Sénégal numérique 2025 et à travers son axe 4, la diffusion du numérique dans le secteur économique prioritaire. Donc, aujourd'hui, avant même de parler de la pandémie, de la situation actuelle de la COVID, Awa vient de m'en parler. 3 ou 4 ans que je suis dans l'enseignement supérieur et j'ai commencé avec, je vais dire, la formation continue. Donc, et pour ce qui est de la formation continue, cela concerne les professionnels et c'est les professionnels, disons, qu'ils étaient plus initiés à cette formation en ligne parce que c'était une offre
de suivre les cours à travers des plateformes qui sont mises à leur disposition. Maintenant, fort est de constater l'évolution du e-learning face à la pandémie de la COVID. Bon, on va parler d'apprentissage souple et personnalisable, mais le e-learning aussi englobe l'ensemble des moyens aujourd'hui de formation qui utilisent. Maintenant, quand on parle du e-learning au serious game, de la vision formation au webinaire pour faire allusion aux professionnels, en passant également par les outils collaboratifs. Ces nouvelles modalités aujourd'hui apportent une nouvelle dimension au dispositif de formation pour contribuer à une grande liberté et une individualisation de l'apprentissage de nos jours. Maintenant, dans une logique d'optimisation des coûts logistiques, de déplacement de certains établissements ou bien de certaines structures, le e-learning apporte maintenant une valeur ajoutée pour les participants et les responsables de formation parce que ça garantit aujourd'hui, on va dire, l'accès à des modules de formation opérationnelle, pédagogique à un coût ou bien gratuitement. Parce qu'on voit que si on parle des professionnels, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui comme Coursera, comme Udemy, comme Open Classroom qui offrent des formations pour les professionnels. Et même les entreprises aujourd'hui, ils peuvent demander à des structures de formation de designer des formations assez spécifiques pour leur personnel ou bien pour voilà, les ressources humaines. Maintenant, pour revenir à l'enseignement supérieur, tous les établissements aujourd'hui sont confrontés à un défi d'organisation sur les fonctionnements des cours à distance, conformément aux directives de confinement imposées par le gouvernement. Maintenant, habitués aux plateformes d'apprentissage en ligne, il y a des écoles qui sont aujourd'hui spécialisées en informatique, qui sont les premières à assurer la continuité de leur formation parce qu'ils basculent directement en téléprésentiel. Donc, après, il y a des questions qui reviennent, quelles sont les méthodes à adopter pour assurer une pédagogie de qualité, non présentielle, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Et je pense que ce sera la suite de la discussion tout à l'heure. Merci beaucoup, Awa. D'accord. Merci, Dior. Donc, là, Dior nous a fait un peu l'état du e-learning au Sénégal avec les stratégies de l'État, tout ce qui se passe au niveau du supérieur, de la formation continue avec les entreprises et autres. Donc, Maïmouna, peux-tu nous parler un peu du e-learning? Mais on voit qu'avec l'UVS peut-être, ou bien certaines universités, ils mettent les moyens pour que les étudiants puissent suivre. Mais avec le gap numérique qu'on a au Sénégal, quels sont les problèmes que vous rencontrez avec le e-learning? Alors, merci beaucoup, Awa. Alors là, ta question m'interpelle directement parce que je suis moi-même étudiante à l'UVS. Et j'avoue que ce qui est de l'UVS, quand même, on n'a pas eu de problème. Parce que nous, on était déjà à l'UVS depuis l'année dernière, depuis 2 ans. Donc, avec des filières professionnelles. Donc, des gens qui font leur travail peuvent s'inscrire à l'UVS et suivre une filière classique ou même totalement nouvelle. Donc, moi, je fais un master en éducation et j'avoue qu'en fait, la pandémie n'a pas atteint au niveau de l'UVS parce que l'UVS était déjà en distance. Contrairement à d'autres qui est plus en hybride, où ils faisaient à la fois du présentiel et un peu de distance. Donc, pour ce qui est de l'UVS, il n'y a pas eu de problème. Pour les autres écoles supérieures, je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas trop comment ça se passe. Par contre, étant moi-même professeur dans un lycée, je souhaiterais aller en fait du e-learning dans l'école, dans les écoles d'enseignement général, le primaire, le collège et le lycée, où il y a réellement, je n'ai pas besoin de le conjuguer au passé. Il y a des problèmes parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de continuité en tant que tel cours. Parce que, comme l'a dit Rudy dans son introduction, le e-learning, quand on parle de e-learning, c'est parce que l'enseignement est centré
sur l'apprenant. Et c'est également qu'on nous demande de faire en présentiel. Et même si on a vu un programme qui offrait en fait une continuité, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'interactivité. Parce que si moi, je suis un cours à la télé, supposons par exemple, et que je suis élève, je ne peux pas interagir avec l'enseignant, qui ne peut pas évaluer mon degré de prise de son cours. Donc, même s'il y a eu volonté de continuer les apprentissages, je ne pense pas que ça ait vraiment fonctionné. Cependant, il faut saluer les efforts du ministère de l'Éducation nationale qui, bien avant la COVID, avait déjà une plateforme qui s'appelle le CIMEN. C'est une plateforme dans laquelle il y a des applications permettant effectivement aux enfants de pouvoir faire des cours à danse. Mais ça n'a pas trop fonctionné justement parce que les enseignants ne sont pas formés à utiliser cet outil. Ce qui est un des problèmes dans le descriptif du webinaire, on parle des leviers activés. Je pense que le premier levier activé, c'est le levier de la formation. Il faut que, pour qu'on puisse parler de e-learning de façon efficace, il faut qu'il y ait des enseignants formés à la technopédagogie qui puissent mettre leurs cours en ligne dans les normes recommandées. Parce qu'un cours en ligne, ce n'est pas un remake du cours en présentiel. C'est totalement différent parce qu'il y a l'intermédiaire ici. La relation entre l'enseignant et l'élève n'est pas une relation directe. C'est une relation qui s'établit à travers la technologie et ça change beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'efforts d'autonomie pour l'apprenant. Ça demande également pour l'enseignant qu'il puisse céder en guillemets certaines prérogatives. Je m'explique. Un enseignant classique, il a le contrôle, on peut dire, de classe du point de vue discipline, du point de vue de l'effectivité des exercices faits et tout. En ligne, on perd un tout petit peu ce contrôle sur les élèves. Et c'est peut-être une des raisons qui font que l'enseignant du père, du collège, du lycée et même certains enseignants de l'université ont des craintes par rapport au e-learning parce que, en fait, ça déséquilibre par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, par rapport au rapport avec le savoir, par rapport au rapport avec les apprenants. Pourquoi par rapport au rapport avec le savoir? Le savoir devient plus démocratique, plus accessible, aussi bien aux enseignants qu'aux apprenants dans le numérique. Il n'y a plus cette relation verticale du sachant qui sait et qui donne du savoir à quelqu'un qui sait savoir. Nous avons une relation plutôt horizontale où il peut être l'enseignant en stade plus que l'enseignant. Donc, les rôles changent automatiquement, fortement. De la même façon, l'apprenant est obligé d'être plus autonome. Quand je suis en classe avec mes élèves, je dis suivez, faites ceci, faites cela. Derrière l'écran, je ne peux pas savoir ce que l'élève fait exactement. Il faut que l'élève ait de la volonté, qu'il soit assez autonome pour faire lui-même. Donc, de ce point de là, il y a un travail à faire par rapport au levier dont on parlait. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a instauré a mis sur pied une formation en Google Class, sur Google Classroom pour l'ensemble des enseignants sénégalais. Mais ça ne marche pas trop fort, moi je suis formatrice dedans, parce que certainement il y a des appréhensions liées à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce déséquilibre, cette peur en fait de sortir de sa zone de confort, de ne pouvoir faire ce que je faisais en classe. Et donc, il y a un travail de sensibilisation énorme, conduite au changement qu'il faut faire auprès et des enseignants et des apprenants. Et également auprès d'une autre entité dans les enseignements apprentissages qui très souvent n'est pas très prise en compte,
c'est l'entité parent. Parce que quand on parle de cours en ligne, l'implication du parent devient inévitable. Quand Awa a son élève dans ma classe physique à l'école, elle n'est pas obligée de toujours suivre son enfant parce qu'elle se dit derrière l'enseignant qui est toujours là. Par contre, quand c'est les cours en ligne, le parent joue un rôle de premier plan parce qu'il doit être là pour dire à l'enfant, va faire tes cours, fais tes devoirs, contrôler. En fait, il doit y avoir une relation intrinsèque et une relation de complicité entre le parent et l'enseignant pour que le cours en ligne marche. Beaucoup de parents qui nous écoutent ne me mentiront pas. S'ils ont vécu l'expérience durant cette pandémie de leur enfant faisant des cours en ligne, ils vous diront vivement le retour des cours en classe physique parce que cela leur demande énormément d'énergie de courir derrière l'enfant. Donc, et c'est très bien que ça réconcilie les trois entités. Alors, ça, c'est pour l'éducation nationale. Pour le ministère de la formation professionnelle, il a mis sur pied une plateforme qui s'appelle eJang. C'est une plateforme en fait, sur laquelle il continue de travailler avec l'UVS pour l'améliorer au mieux au grand bénéfice des enseignants et des élèves, des apprenants de la formation professionnelle et technique. Il y a également, tu parlais tout à l'heure d'e-learning au Sénégal, il y a une plateforme très innovante qui vient de naître au Sénégal. C'est une plateforme qui s'appelle Digital Ubuntu. C'est une plateforme qui, en fait, n'offre pas elle-même de cours en ligne, mais offre aux utilisateurs, enseignants, parents, élèves, établissements, un espace numérique dédié où ils peuvent, pour l'établissement peut dématérialiser ses cours dans cette plateforme où tout est déjà prêt, avec un LMS où on peut déposer les cours par écrit et une classe virtuelle où les élèves peuvent suivre les cours en direct avec les enseignants. Donc, pour vous dire que c'est vrai que le quiz, c'est une calamité. C'est vraiment quelque chose de... Nous souhaitons vivement qu'à parte, mais en même temps, comme toute chose, il y a évidemment le côté positif. Le côté positif, c'est que cela a permis aux gens de comprendre que le numérique, aujourd'hui, est incontournable. Que le numérique, ce n'est pas, Dior parlait tout à l'heure des salles informatiques dans l'école. Les salles informatiques dans une école, séparées des autres classes, c'est pas bon. Parce que, pourquoi c'est pas bon? Je m'explique. Ça laisse supposer que l'informatique est une discipline à part. L'informatique ne doit pas être une discipline à part. Le numérique est un outil que toi, Awa, tu utilises dans le cadre de ton travail. Un outil que Dior utilise dans le cadre de ton travail, que Khoudia utilise dans le cadre de son travail et que moi, en tant qu'enseignant, je devrais utiliser dans le cadre de mon travail. Or, si les salles informatiques sont séparées et que l'élève, pour faire informatique, il doit aller dans la salle informatique, il ne verra jamais la relation qu'il y a entre l'outil numérique et les cours qu'il peut faire. Donc, il y a tout un travail à faire du point de vue là, mais notamment former les enseignants, les outiller en équipement et du coup, en formant les enseignants, on forme également les élèves parce qu'un enseignant formé, supposons un enseignant qui a 3 classes de 6 élèves, quand vous le formez, vous formez 60 fois 3 élèves. Et ça, c'est d'accord. Maïmouna? J'ai un petit peu de réflexion. Je m'excuse. On va revenir sur ça après. Donc, si je peux résumer un peu ce que tu viens de dire, on peut dire que là, tu as fait parler du levier formation, hein, avec les enseignants, il faut initier. Il y a la perte de contrôle de l'enseignant étudiant dans cet apprentissage-là, ses parents aussi, surtout pour les élèves. Et là, une question me revient. C'est vrai que tu as parlé de plateformes, de nouveaux outils que l'État a mis en place pour relancer ou lancer le e-learning. Mais qu'en est-il, Khoudia,
des problèmes des apprenants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en transformation numérique, c'est inéluctable, nous sommes obligés de nous y mettre et la COVID nous a mis devant le fait accompli. Mais j'ai eu l'expérience avec mes étudiants à l'ESP. Beaucoup sont, je dirais, ne sont pas pour le e-learning. Ils veulent faire du présentiel parce qu'ils disent qu'ils ont des problèmes de connexion et d'autres. Il y en a qui non seulement ont des problèmes de connexion, mais ceux qui sont au village, qui n'ont pas de matériel ou qui n'ont même pas de réseau. Comment résoudre ces problèmes-là? Vous qui êtes à l'UVS, Khoudia, quels sont les étapes de ces problèmes-là et quelles sont les solutions que vous préconisez? Merci, merci Awa. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les propos de Maïmouna qui parlait avec passion. Effectivement, aujourd'hui, les salles de classe, permettez-moi de revenir sur ce point, on ne doit plus avoir de salles informatiques dans les établissements scolaires et universitaires, mais les salles existantes doivent être adaptées pour intégrer l'outil informatique et le numérique. Maintenant, pour en venir à ta question, Adama, parmi les leviers à activer, on en a parlé, la formation. Moi j'avais préparé une petite présentation, mais vu le temps qui nous est imparti, qui est très limite, donc je n'ai pas voulu présenter, mais le levier sur l'accompagnement au changement de tous les acteurs, des enseignants. Pas trop, tu peux y aller. Hein? Si voilà. Ça ne dure pas trop, tu peux y aller. Bon. Si ça ne dure pas trop, tu peux y aller. Hein? D'accord. Je vais essayer de présenter un peu les leviers sur lesquels, parce que je voulais vraiment, vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Voilà. Alors, donc là, je voulais vraiment axer mon intervention sur 2 points principalement. Le premier, c'est quels sont les leviers qu'on doit activer pour assurer la résilience de nos systèmes éducatifs. Et justement, ta question vient donc à ce niveau-là, c'est-à-dire quels sont les leviers à activer pour assurer une résilience de nos systèmes éducatifs, mais également quels sont les leviers à activer pour une souveraineté numérique durable. Moi, je voulais vraiment m'appesantir sur ces 2 points-là. Bon, puisque le temps ne me le permet pas, l'autre a parlé du volet pédagogique, Maïmouna. Fais un petit ramassé de tout ça. Voilà. Donc, un petit ramassé, donc j'avais dit au niveau des contenus pédagogiques, donc ça c'est valable aussi bien pour l'e-learning que le classique. La qualité, on doit revoir la qualité de nos contenus pédagogiques. On doit tendre vers la numérisation de tous les contenus pédagogiques qui existent sous format papier aujourd'hui. Essayer de voir comment les numériser parce qu'on a vraiment beaucoup de choses de la part des enseignants. On doit aussi faire de l'enrichissement des contenus pédagogiques avec des formats images, vidéos, des simulations, des outils de simulation, parce que c'est ça qui capte surtout les jeunes, mais surtout aussi les élèves, les tout petits. Si c'est des images, des vidéos, et ils sont plus motivés à aller vers de l'e-learning. Donc, au niveau des infrastructures technologiques, pour assurer vraiment la résilience, il ne faudrait pas avoir des plateformes qui sont déconnectées la plupart du temps. On devait avoir des plateformes de formation, d'enseignement, apprentissage qui puissent être hautement disponibles. Et ça, vraiment, nous lançons un appel à tous les opérateurs, à tout le monde qui évolue dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de l'informatique, pour qu'on encourage la mise en place de data centers dans le pays. Je n'ai rien contre les solutions cloud, mais on doit avoir notre cloud sénégalais, avoir nos solutions sénégalaises hébergées dans le pays, donc avoir des salles techniques urbanisées, donc la partie énergie, la climatisation, la sécurité, etc. Et puis, la connectivité au débit. Moi, souvent dans mes présentations, je parle souvent de connectivité au débit. Il ne s'agit pas de nous donner une connectivité sur des kilos, une connectivité sur même des mégas, mais aujourd'hui, c'est le gigabit qui doit être généralisé partout, chez les particuliers, chez les entreprises. Au niveau des universités, nous avons vraiment besoin de l'Internet au débit. Et l'Internet au débit doit être aujourd'hui, j'en parle vers la fin, l'Internet au débit
ça doit être vraiment un service universel, comme l'eau aujourd'hui, comme l'électricité. Nous sommes à une ère où vraiment, on ne doit plus tolérer, j'en parlais hier lors d'un séminaire sur les infrastructures organisé par le journaliste Ousmane Gueye, on ne doit plus tolérer le fait de voir un citoyen sénégalais vouloir accéder à un service en ligne et être confronté à des problèmes de connectivité. Donc, je lance un appel à tous les opérateurs, je lance un appel à l'État aussi, la DIE, pour que des efforts soient effectués, surtout dans les régions. Moi, en tant que directrice à l'UVS des systèmes d'information, il y a des étudiants de l'UVS aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire leurs cours correctement parce qu'ils n'ont pas une bonne connectivité. Quand bien même l'État leur paye la connectivité sur la 4G, leurs zones ne sont pas couvertes par la 4G ou par la 3G. Parfois, au niveau, ils sont obligés de se rendre dans les zénos. Donc ça, c'est un problème vraiment qui est récurrent. À Dakar, on ne le sent pas trop, mais quand on sort de Dakar, quand on va vers le nord, vers Podor, vers Matam, quand on va vers le sud, vers Sédhiou, Bignona, Oussouye, vers même Ziguinchor, parfois, on est confronté à ce genre de difficultés-là au niveau de la connectivité. Donc, il nous faut vraiment un maillage vraiment du territoire en fibre optique, en BTS, vraiment couvrir le pays. Donc, ça, c'est au niveau, j'ai parlé au niveau des data centers, au niveau de la connectivité, un maillage du territoire en fibre optique, en BTS, en tout ce qu'on veut pour assurer une connectivité au débit à tous les Sénégalais. Mais aussi, il faut une baisse des tarifs de connexion à Internet. Même si des efforts ont été faits, si on se compare aujourd'hui aux pays comme le Rwanda, comme le Kenya, où l'Internet au débit ne coûte vraiment pas cher. Au Sénégal, on est encore non seulement sur du mégabit, mais on continue d'avoir des tarifs assez chers, même s'il y a des efforts qui sont effectués. Moi, tout le temps, je le dis à tous les opérateurs, il nous faut une baisse considérable des tarifs de connexion pour les utilisateurs finaux, mais aussi des tarifs d'interconnexion. Aujourd'hui, on parle de la technologie USSD qui est aujourd'hui gratuite. Il suffit de faire un courrier à la RTP, mais pour avoir l'interconnexion avec les opérateurs, il faut débourser très fort. Donc, vraiment, c'est des leviers qu'il nous faut activer, des offres adaptées et soutenables par le grand public, mais également un accès gratuit au contenu pédagogique hébergé dans le pays. Je le disais, ce n'est pas pour rien qu'on prône un contenu local dans le pays, donc la mise en place de points d'échange, la mise en place en tout cas d'infrastructures data center dans le pays, mais il faut une politique tarifaire qui soit, disons, différencier le flux qui reste dans le pays du flux qui sort du pays, et de ce fait, on pourra avoir donc des prix qui soient raisonnables et abordables pour tous les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, l'e-learning ne peut pas avoir un succès sans la connectivité. L'e-learning ne peut pas avoir un succès sans les périphériques qu'utilisent les apprenants. Donc, ce qui m'amène à parler du levier à activer qui concerne les périphériques des apprenants. À l'UVS, on a une politique d'accompagnement de nos étudiants qui est mise en place par l'État du Sénégal. Donc, supprimer la taxe sur les ordinateurs des apprenants et des enseignants et de tout matériel informatique qui permet de mettre en place ces systèmes éducatifs-là. Ensuite, mettre en place des Fab Labs. Pourquoi pas ne pas mettre des Fab Labs pour l'assemblage d'ordinateurs, et les élèves et les étudiants pourraient gérer ces Fab Labs-là, pourraient faire des stages pour comprendre un peu la technologie d'assemblage d'ordinateurs. Mais vous savez, tout ça, une université seule ne peut pas le faire, une entreprise seule ne peut pas le faire. Il faut une stratégie nationale. Il faut une stratégie nationale vraiment soutenue où tous les acteurs vont venir. Nous allons réfléchir à mettre en place ces Fab Labs-là et impliquer tout le monde. Et le dernier levier sur lequel je voulais insister, c'est le plan de conduite au changement. Le plan de conduite au changement, l'autre en a parlé, Maïmouna, tout à l'heure. Il faut un renforcement permanent des capacités. Parce que c'est une nouvelle donne. La COVID a accéléré les choses, mais même nous qui étions déjà dans l'e-learning au début, par exemple, les étudiants de l'UVS, on leur fait une formation de 3 mois
pour leur permettre d'être autonomes. Comme l'a dit Maïmouna, l'enseignement à distance a besoin, l'enseignant n'est plus là, donc l'étudiant a besoin d'être capacité, d'être renforcé pour être autonome, pouvoir se connecter comme il le faut, suivre ses cours, faire ses activités pédagogiques. Donc, l'assistance est un support technique permanent pour pouvoir donc aider tout le monde. Maintenant, le dernier levier qui n'est pas négligeable aussi, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté. Un peu. Oui. C'est le dernier. Je conclue par ça. C'est la souveraineté numérique durable. Donc, toutes ces technologies-là, tous ces outils-là, nous devons garder en esprit notre souveraineté numérique et avoir une souveraineté numérique durable par la préservation de la vie privée. Parfois, des entreprises privées de l'étranger nous proposent des solutions clés en main, mais ces solutions-là, nous sommes obligés de leur donner toutes les données de nos apprenants, élèves, étudiants, prénom, nom, date de naissance, parents tel, né tel, etc. Donc, ces données-là que nous mettons dans le cloud, que nous confions à des étrangers, nous devons être un peu prudents. Donc, la souveraineté numérique, la mutualisation de toutes les ressources, favoriser l'hébergement des contenus dans le pays, etc., etc. Il y a énormément de choses à dire, mais le temps ne nous le permet pas. Donc, je vais m'en arrêter là pour cette partie sur les leviers à activer pour une bonne réussite de l'enseignement à distance. Merci, Khoudia. Peut-être que tu auras l'occasion d'y revenir avec les questions. Donc, si je peux résumer ton propos, donc les leviers à activer, c'est d'abord les leviers de la formation, aussi bien de l'étudiant que de l'apprenant, comme vous dites, que de l'enseignant. Il y a aussi les infrastructures numériques qu'il faudrait mettre en place, avec aussi la connectivité qu'il faudrait gérer parce que tout le monde n'a pas de connexion. Il y a aussi le levier matériel, équipement de l'apprenant. Ils n'ont pas tous le matériel qu'il faut. Et enfin, la souveraineté numérique durable que Khoudia préconise, que nous préconisons tous, en fait, parce que nous voulons que nos données personnelles restent chez nous. Donc, il faut les protéger, il faut la sécurité. D'accord. Donc, j'en viens à Dior. Dior, quels sont les leviers à activer? Tu es dans le privé. Là, ça nous permet un peu de faire le parallélisme avec Khoudia qui est au niveau du public. Donc, quel levier activer? Alors, en effet, merci pour la question, Awa, et vraiment belle présentation de Khoudia qui résume vraiment la situation actuelle, surtout sur le côté public. Alors, aujourd'hui, moi, je vais peut-être intervenir par rapport au privé parce qu'actuellement, au niveau de DAOS, quand on a été appelé à être confiné, ce qu'on a fait, c'est que nous n'avions pas eu de problème pour migrer tous nos cours en ligne. Pardon. Il y a une plateforme qu'on avait développée qu'on appelle MyDAOS. Donc, les étudiants avaient déjà l'habitude de l'utiliser parce que nous, comme la formation à DAOS est 100% en anglais et c'est des formations sur la science et la technologie, il y a beaucoup de compétences aujourd'hui en termes de faculté que l'on retrouve à l'international. On ne les a pas encore malheureusement au Sénégal. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de cours qu'ils prenaient déjà à travers cette plateforme MyDAOS. Donc, quand on a migré en ligne, ils ont continué à suivre les cours avec l'ensemble des professeurs. Et aujourd'hui, il y avait une continuité du programme. Ils ont fini leur programme, ils ont fait les cours, tout cela au niveau de la plateforme. Peut-être ce qui différencie cette plateforme par rapport aux plateformes qu'on a également, c'est que c'est très interactif aujourd'hui. C'est une plateforme interactive qui permet aux étudiants de poser leurs questions, d'échanger avec le professeur. Et autre chose, c'est qu'on parle de formation en ligne et il y a la formation en ligne en direct. Je m'explique. Il y a certaines plateformes aujourd'hui qui offrent des cours qu'on peut consommer quand on veut, où l'on veut. Alors que la formation, par exemple, aujourd'hui en ligne, en direct, c'est quand les élèves sont là et que le professeur est connecté et suivent les cours en même temps. Quelqu'un l'a à dire dans les commentaires. Peut-être à ce stade-là, l'idée serait d'enregistrer, c'est ce qui se fait à notre niveau, d'enregistrer les cours et permettre aux étudiants de les revoir. Maintenant, par rapport à la connectivité, nous, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine privé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Donc, ce qu'on a fait, c'est que chaque semaine, on envoie les étudiants une connexion Internet.
On ne va pas leur envoyer une connexion sur un mois parce qu'avec les réseaux sociaux, tout cela, ça va bouffer la connexion. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que chaque semaine, selon le planning, on envoie one by one une connexion Internet. Donc, ceux qui sont sur Free, on leur envoie leur connexion sur Free. Ceux qui sont sur Orange, on leur envoie leur connexion sur Orange. Maintenant, après, il y avait également des efforts du côté des opérateurs, peut-être qui ont été remarqués. Du côté de Orange, il y avait les passes éducation. Maintenant, même s'il y a aujourd'hui les passes éducation, Khoudia et Maimouna en ont parlé, aujourd'hui, ce n'est pas accessible à tout le monde, je suis désolée. Il y en a qui sont dans les zones rurales, il y a qui sont dans les zones urbaines. Donc, il y a toujours une différence. Si on met à disposition la connexion alors qu'ils n'ont pas de matériel, d'outils pour se connecter, il y a un gap. Aujourd'hui, les élèves sont toujours je ne vais pas dire télétravail, toujours en formation en ligne, mais ce n'est pas 100% qui suivent ces cours-là parce qu'il y a toujours des choses, les conditions ne sont pas réunies. Alors, en dehors de cela, j'aimerais également très rapidement parler des limites dans cette formation en ligne. Parce qu'il y a des limites, nous qui sommes dans les métiers de la science et de la technologie, à DAOS, nous avons non seulement les campus, mais il y a les laboratoires. Et quand on parle de science et de technologie, même on sait quelque chose, il faut pratiquer. Il faut les équipements, il faut expérimenter et tout. Donc, sur le long terme, on aura besoin toujours du présentiel. Je ne dis pas à 50% ni à 100%, mais il y a une partie de présentiel qui sera nécessaire parce qu'on ne peut pas aujourd'hui équiper tous les étudiants chez eux pour qu'ils fassent leurs expériences comme s'ils étaient ici sur place en laboratoire. Donc, il faut également, c'est bien le e-learning, mais il y a également ses limites. Maintenant, on a parlé des entreprises également qui doivent peut-être accompagner. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises. En commençant par les entreprises qui sont dans la télécommunication, elles ont des budgets RSE aujourd'hui à dépenser. Et avec la situation actuelle, il n'y a pas d'événements. Dans les événements, il y a énormément de charges, il y a les dépenses, on met des millions, on met des milliards en budget annuel. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est de réorienter ces budgets-là et essayer de voir comment les mettre dans l'éducation parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin et je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment faire des efforts du côté des entreprises. Maintenant, on parle de e-learning, on parle des professeurs, on parle des élèves, mais n'oublions pas également les autorités. Donc, quand on parle d'orientation vers le numérique, il faut que nos autorités, nos gouvernants commencent eux-mêmes à montrer l'exemple. Moi, j'en ai ri hier quand j'ai vu sur Twitter que les résultats du bac seront envoyés par SMS. Moi, j'étais... Parce que moi, ce à quoi je m'attendais, c'est qu'aujourd'hui, l'Office du bac, à travers sa plateforme, au moins, qu'elle puisse proposer une solution pour que les bacheliers puissent avoir les résultats en ligne, mais pas d'envoyer des SMS. Et même dans cet envoi de SMS, ils envoient des formulaires pour que les candidats renseignent. Ça veut dire déjà en amont, ils n'ont pas aujourd'hui de base de données assez exhaustive qui rassemble toutes les données des élèves. Donc, je pense qu'au niveau des autorités également, qui sont dans l'éducation, qui sont dans l'enseignement supérieur, il y a également des efforts à faire. Autre chose qui sera peut-être une limite également, c'est que quand on fait la formation en ligne, on parle d'interaction entre le professeur, mais on n'a pas fait allusion aux soft skills. Aujourd'hui, les soft skills, on les a, les étudiants, les élèves l'ont dans la vie associative. Et quand on reste à la maison, pour faire ses cours, il n'y a pas d'interaction sociale. I'm sorry, il n'y a pas d'interaction sociale. Et il y a ces choses également, il faut trouver des solutions, des alternatives par rapport à ces limites qui concernent aujourd'hui le e-learning. Donc, je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien si... oui, c'est bon, Dior. C'est bon. On va revenir à toi peut-être avec les questions et les intervenants. Donc, si je peux résumer, Dior, tu as un peu parlé
du e-learning au niveau du privé et que vous enregistrez les cours que vous envoyez aux étudiants, mais aussi vous faites l'effort de leur envoyer aussi, je dirais, comment on appelle ça encore, Oui, la connexion, la connexion Internet. De la crédit, voilà, pour qu'ils puissent, c'est pas donné à tout le monde. Donc, là aussi, tu as parlé un peu des limites avec la pratique et l'expérimentation qu'il faut faire dans certaines situations. Vous avez donné le cas de votre école qui font un peu de technologie, de l'information et autres, mais aussi il y a les biologistes, les médecins et autres. Donc, il faudrait de la pratique, on n'y peut rien. Donc, il faut associer le e-learning à la pratique. Il y a aussi, tu as donné la limite sur les autorités qui doivent s'y mettre en place des bases de données dignes de ce nom pour pouvoir donner ces cours en ligne là et même les informations dont doivent disposer les élèves et étudiants. Tu as parlé aussi de l'interactivité qu'il faut entre l'apprenant, je dirais même entre les apprenants, entre l'apprenant et les étudiants. Et là, je pense que Maïmouna, ça me permet de revenir à toi. Tu en avais parlé tout à l'heure. Selon toi, quels sont les leviers à activer? Où est-ce que ça fait mal? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Awa. Oui, avant de répondre à ta question, je voudrais juste faire une petite précision pour dire, en fait, dans les plateformes, que ce soit à l'UVS, que ce soit avec e-Jang du ministère de la formation professionnelle, que ce soit avec Google Classroom ou Teams qui sont dans le CIMEN, que ce soit avec une plateforme où j'ai eu une expérience avec des élèves pendant la période du Covid, des élèves de seconde qui ont continué le cours, mais c'est une plateforme, le Calam, qui utilise Moodle, qui est la plateforme de l'ES, qui est également la plateforme utilisée par e-Jang. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces plateformes que j'ai citées, l'UVS, e-Jang, la plateforme du CIMEN, Digital Ubuntu, le Calam, tous prévoient cette socialisation de l'apprenant. Dans ces plateformes, il n'y a pas que la relation entre l'apprenant et l'enseignant. Il y a dans ces plateformes, en fait, ce sont des plateformes qui reprennent pratiquement ce qu'on retrouve dans la classe physique. C'est-à-dire que l'élève a à sa position des cours sous format texte, vidéo, image, qu'il peut télécharger et consulter quand il veut. Il a une classe virtuelle, que ce soit avec Blackboard, avec Meet, avec Zoom, mais il a la possibilité d'interagir directement en présentiel en sa face, mais via la technologie avec ses enseignants. Il y a également dans cette plateforme des outils qu'on appelle forum, chat ou messages privés. Dans le forum, il est possible qu'un apprenant lance un sujet de discussion où tous les autres apprenants peuvent intervenir ainsi que l'enseignant. L'apprenant également, avec ses camarades, ils ont bavardé avec des messages privés qu'ils s'envoient ou même l'enseignant qu'il envoie à l'enseignant. Il y a également les chats qui sont des discussions instantanées qu'ils peuvent faire. Et la plateforme digitale Ubuntu va plus loin. La plateforme digitale Ubuntu utilise ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont du gaming. Les enfants sont plus attirés. Quand je dis enfants, pas seulement la tranche d'âge des tout petits, mais jusqu'à 18, 25 ans, ils sont très intéressés par le game. Le game a des niveaux différents selon les âges. Donc, avec Digital Ubuntu, on a une classe virtuelle qui produit le gaming. L'élève entre dans la classe virtuelle avec un avatar et reproduit en fait même la cour de création. C'est-à-dire tout est reproduit en utilisant l'intelligence artificielle. Et ça permet de répondre également à une limite évoquée par Laure, c'est la pratique. La pratique, Khoudia en a parlé tout à l'heure. Avec les simulateurs, il existe actuellement des logiciels qui permettent en fait de faire de l'immersion, de sorte que l'élève... Allô? J'ai une question là, mais cette plateforme-là, oui.
Maïmouna, Je ne t'entends pas bien, Awa. et ces plateformes-là, est-ce que les gens les connaissent? Est-ce que vous avez communiqué dessus? Tu m'entends, Maïmouna? Oui, en fait, l'UVS, tout le monde connaît. Maïmouna, ça va? Ça a démarré avec le Covid et c'est en cours. Yang du ministère de la formation professionnelle. Pour ce qui est de la plateforme du ministère de l'Éducation nationale, le CIMEN, ça existe depuis très longtemps. Mais comme je l'ai dit, en fait, moi, personnellement, je suis convaincue que si, comme l'a dit Dior, les autorités avaient pris le devant et que les enseignants avaient été formés très tôt au niveau du ministère de l'Éducation nationale, aussitôt après l'arrêt des cours, on aurait pu enchaîner facilement et de façon fluide avec des enseignants à distance. Parce que dans cette plateforme, tout est prêt pour qu'on puisse le faire. Tout est prêt pour qu'on puisse le faire. Que ce soit les outils de Google G Suite, que ce soit avec les outils de Microsoft. Mais on ne le fait pas parce que les enseignants ne sont pas formés. Et c'est ça qui est dommage. Pour ce qui est de Calam, le Calam, c'est une plateforme en fait privée, mais qui a été ouverte pendant la COVID à 100 élèves de classe de seconde S pour leur permettre de poursuivre leurs cours, de terminer leur programme. Digital Ubuntu, c'est une plateforme qui a été créée récemment, il y a moins de 2 ans avec le Covid. Et comme je l'ai dit, c'est une plateforme que les gens peuvent consulter en allant sur digitalubuntu.com. C'est une plateforme qui est là, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle et qui règle un autre problème que les plateformes ont, c'est le problème de l'évaluation. Que beaucoup de plateformes ont, Khoudia ne me démentira pas. Oui, exactement, Khoudia, tu as raison. Donc, cette plateforme Digital Ubuntu, elle permet de régler en fait quelques limites que les autres plateformes ont déjà. La limite de l'évaluation, la limite de l'interconnectivité avec le réel en utilisant les mines et l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, donc là, c'était pour répondre à Dior, aux préoccupations de Dior par rapport aux limites qu'elle a évoquées. Pour répondre maintenant à la question sur quels sont les leviers, personnellement, je suis convaincue qu'en dehors de ce problème de connectivité, de ces problèmes dont a parlé Khoudia, ce qui urge, c'est de faire de sorte que les Sénégalais, dans leur globalité, et en particulier la communauté éducative, qu'il y ait une certaine culture numérique. En vérité, il n'y a pas chez nous de culture numérique. La plupart des enseignants n'ouvrent jamais leur compte email. Ça ne fait pas partie de leur pratique quotidienne. Et donc, ça, c'est un premier. Il faut vraiment développer la culture numérique chez les Sénégalais. Il faut ensuite former les enseignants, les équiper et développer, faire de sorte que la connectivité soit effective. Ça également, c'est un levier. Oui, Awa? Maïmouna, il y a Dior qui veut intervenir par rapport à ce que tu as dit. Elle va sortir parce qu'elle a une réunion tout de suite. Donc, on la laisse parler. Dior, vas-y. Dior. C'est bon, Awa? Oui, alors, excusez-moi, je vais devoir vous quitter, mais j'aimerais juste féliciter toutes les initiatives qui ont été développées dans le contexte de la COVID-19, Senem, Télé-École, Ijang, Digital Ubuntu, parce que c'est de ça également dont on a besoin, qu'on ait vraiment des initiatives, des personnes, des associations aujourd'hui qui développent des solutions pour l'enseignement supérieur, parce que c'est nos sœurs, c'est nos enfants qui en bénéficient. Donc, comme on dit en Wolof, donc merci, j'aimerais remercier le FESTIC pour cette invitation, saluer également Maïmouna et Khoudia et vous dire à très vite parce que là, je dois filer et je m'en excuse. Merci Awa également pour l'invitation. Allez, bonne réunion. À très bientôt. Allez, merci à toi. Bye bye. Alors, Awa, Maïmouna, tu peux continuer. de Dior me permet de rebondir sur un autre point. C'est-à-dire que
Comme j'ai dit, il y a un levier extrêmement important. C'est le levier de la formation. Et c'est ce sur quoi nous, au niveau de nous, on travaille en fait. Je m'explique. Certains ont même dit, certains de mes collègues ont dit que c'est nous sommes un peu devant parce que nous avons commencé la formation des enseignants à la maîtrise de Google Classroom bien avant la fermeture des écoles. Nous avons commencé au mois de février. Il n'y avait pas encore un seul cas de Covid au Sénégal. Nous le faisions en présentiel avec Christophe Rein, qui est également, qui est justement au ministère de l'Éducation nationale, avec comme fonction de conduire le changement dont on parlait à l'heure, Khoudia. Et donc, nous, ce qu'on a fait, nous avons formé des enseignants. Et quand on s'est rendu compte qu'après les formations, parce que après nos 2 premières classes avec Senom continuité, formation continue, Google débuté avec Classroom, le ministère a créé sa propre classe virtuelle de formation classe. Et puis ensuite, le ministère a décidé d'élargir la formation à toutes les IA du Sénégal. Et parmi les formateurs, 80% sont des membres de Sénégal. Mais nous nous sommes rendus compte après que, en fait, les enseignants étaient formés, mais ça ne voulait pas dire qu'ils pratiquaient en fait ce qu'ils formaient avec classe. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'accompagnement, ni même d'injonction réelle de la part de l'autorité en ce sens. Et c'est pour cette raison que nous, au niveau de Sénon, nous avons décidé de créer des classes virtuelles. Alors, pour le faire, nous avons fait un processus. Nous avons pris les gens que nous avons même formés dans les classes des IA, nous en avons fait des formateurs. Ils ont formé d'autres enseignants qui n'étaient pas formés. Nous avons créé des classes cellules pédagogiques et nous avons créé une classe de CM2, une classe de 3e et une classe de terminale L et une classe de terminale S. Et ce qui se passe, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, levier accentué à lever. Si derrière une classe numérique, il n'y a pas l'accompagnement des parents, ça ne marche pas trop. Je dois dire que les classes virtuelles d'examen de Senom, je peux dire que c'est une réussite d'une certaine façon. Je vous donne un exemple. Un élève de CM2 qui ne pouvait pas retourner en classe parce qu'étant malade, et les malades étaient distancés, donc il a suivi tout le cours dans notre classe virtuelle de CM2. Il s'est classé 2e dans son école. Alors qu'il ne retourne pas, qu'il va retourner à l'école avec ses camarades. C'est vous dire que donc, on peut parfaitement accompagner, suivre un élève en virtuel et l'amener à la réussite. Parce que justement, l'avantage du numérique, c'est que cela permet un enseignement différencié, un enseignement personnalisé. Mais il est impératif que la culture du numérique soit là. Il est impératif qu'il y ait de la formation pour les enseignants, de l'équipement pour les enseignants, une bonne connectivité, l'implication des parents et un accompagnement réel et effectif de l'autorité administrative. C'est ça ma conviction. D'accord. Maïmouna, je pense que là, tu as bien résumé, donc ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Donc, il y a une question de Mohamed Kamano pour Khoudia. Donc, je vais lire la question. Après la réponse de Khoudia, on va laisser la parole aux participants, comme Patrick et Anne-Marie, qui avaient levé la main tout à l'heure. Donc, Khoudia, il y a Mohamed Kamano qui dit que j'aimerais poser la question à Khoudia. Si on est sur le continent, un pays qui a son propre data center, la différence entre l'apprentissage en ligne et l'apprentissage à distance. Donc, j'ai l'impression qu'il demande quelle est la différence entre l'apprentissage en ligne et l'apprentissage à distance. Khoudia. Bon, d'abord, il a dit si on a sur un continent un pays qui a son propre data center, la différence entre l'apprentissage en ligne et l'apprentissage à distance. C'est bien ça qu'il pose. Est-ce qu'il pourrait clarifier? Bon, l'enseignement à distance, l'enseignement en ligne, c'est une forme d'apprentissage en ligne, mais pas une forme d'apprentissage à distance, l'enseignement en ligne. Parce qu'on peut faire, par exemple, avec le canal éducation,
les élèves arrivent à suivre des émissions et à faire de l'apprentissage à distance. Mais le plus souvent, dans la terminologie, on utilise indifféremment le terme enseignement en ligne pour dire enseignement à distance. Donc, ça, c'est une précision que je voulais apporter. Donc, quand on dit en général enseignement à distance, on fait plus on veut parler plus de l'enseignement en ligne en utilisant les technologies de l'Internet, etc. Maintenant, le fait d'avoir un data center dans le pays, tel que j'ai compris sa question, il pourra me rectifier. Quel est l'avantage d'avoir un data center dans le pays? Donc, le premier avantage, c'est parce que c'est la souveraineté numérique dont je parlais. Nos données sont localisées dans le pays. Si aujourd'hui, on nous disait que tous les câbles sous-marins sont coupés, on en a 2 ou 3, ça veut dire que notre système éducatif s'arrête. Donc, c'est ça, la résilience de nos systèmes éducatifs. Et donc, pour une résilience de ces systèmes-là, il nous faut avoir nos solutions, nos plateformes de formation dans le pays. D'accord? Parce qu'on peut faire un maillage du territoire national et assurer une haute disponibilité. Donc, ça, c'est la résilience. Aussi, c'est la souveraineté numérique. Et en trois, c'est au niveau des performances. Au niveau des performances, supposons que tout le Sénégal soit maillé en fibre optique, que toutes les solutions, que toutes les plateformes sont hébergées dans le pays, mais du point de vue de la latence, du point de vue de la rapidité d'accès à ces contenus pédagogiques-là, ça n'a rien à voir si on a des data centers qui sont hébergés en France, au Canada, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc, il nous faut vraiment, ce que disait Maïmouna, avoir cette culture du numérique-là. Il nous faut cette culture du numérique à tous les niveaux, à tout point de vue, au niveau des autorités, mais également au niveau des acteurs de l'économie numérique, au niveau des acteurs du système éducatif national, je veux dire l'enseignement, l'éducation nationale, mais également l'enseignement supérieur. Il faudrait que les gens aient cette culture du numérique-là et qu'on mette en avant l'intérêt du pays, l'intérêt des citoyens sénégalais. Parce que l'intérêt du citoyen sénégalais, c'est d'avoir accès de l'élève, par exemple, ou de l'étudiant, c'est d'avoir accès à ces plateformes-là numériques pour pouvoir faire ses activités et ne pas payer cher la connectivité. Donc, avec de belles, très belles performances, une bonne qualité de service. Voilà, c'est ça l'intérêt des citoyens sénégalais. D'accord. Merci, Khoudia. Donc, en attendant, Patrick... Awa? Comment? Awa? Oui. Oui, je voulais juste apporter une petite contribution à la première question de Mohamed Kamano. C'est-à-dire que les cours, l'enseignement à distance, ça peut se faire sans la technologie, c'est possible. Alors que quand on parle de cours en ligne, c'est qu'il y a technologie qui intervient. Je m'explique. Certainement que chacun d'entre nous se souvient des cours à distance où on a envoyé, et jusqu'à récemment, ça existe, et ça se fait dans certaines écoles. C'est que j'envoie les cours par, comment ça s'appelle encore, par la poste. J'envoie les cours par la poste et l'apprend, il les reçoit, il fait ses devoirs, il les renvoie. Donc, ça est un cours à distance. Et donc, c'est cette raison que Khoudia a dit que le cours en ligne est une de cours à distance, mais qu'il existe d'autres formes de cours à distance qui n'utilisent pas forcément la technologie. Ou alors, utilisent la technologie, mais n'est pas le numérique. C'est par exemple, comme dit Khoudia, les cours par la télé, les cours par la télé, je suis par la télé, je ne vais pas sur YouTube, etc., mais c'est directement sur la télé ou bien à la radio. Là, on ne peut pas parler de cours en ligne. Voilà. C'était la petite contribution que je voulais apporter. Il y a Mohamed Kamano qui demande comment on peut intervenir directement. Donc, même il lève la... Oui, il y a une question de Sanou Badian. Maïmouna, si tu peux y revenir, toi qui es au niveau de, je dirais, du collège et peut-être du primaire et autres, qui demande, est-ce que les cours en ligne sont toujours possibles
surtout que parfois les parents ne sont pas toujours présents? Alors, Est-ce que je c'est lui opportun? Est-ce que répondrai c'est en adapté? revenant sur quelque chose que j'ai dit au début, c'est-à-dire que l'enseignement l'enseignement en ligne exige une compétence primordiale pour l'apprenant, c'est l'autonomie. Maintenant, qui va l'aider cette autonomie-là? C'est à la fois l'enseignant et le parent. Le cours en ligne implique forcément que le parent s'engage dans les études de ses enfants plus qu'il ne le ferait dans les cours en présentiel. Pourquoi? Quand je fais un cours avec ma classe et que je donne l'emploi du temps, supposons j'ai mon établissement, j'établis un emploi du temps pour chaque classe. L'emploi du temps est distribué normalement aux parents, ou alors les parents peuvent l'avoir par le biais de leur enfant. C'est aux parents de faire de ce que l'apprenant suive ses cours, qu'il n'ait pas ses cours, que s'il y a des devoirs à faire et à déposer, qu'il puisse les faire. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Il a tout parlé, lui, des jeunes enfants. Un jeune enfant, actuellement, je vis ça et je sais que beaucoup d'entre nous vivent ça. Les enfants sont sur leurs jeux en ligne. Ils sont sur leur PlayStation, ils sont sur leur téléphone. Maintenant, l'idée, c'est de trouver un compromis avec eux de façon à ce que dans ces heures de jeu en ligne, ils intègrent leur emploi du temps en classe. Et je dois dire que actuellement, il est impératif que les parents s'impliquent. C'est pourquoi, Awa, actuellement, les cours d'examen fonctionnent. Les élèves, ils sont présentiels. Ils vont faire leurs examens. Mais quand ils des classes intermédiaires, si on prend le maire, celui qui a été en 6e, au CI, CP, C1, C2, CM1, il n'a pas fait cours depuis le 14 mars, dans la majorité des cas. Si on prend le collège, celui qui est en 6e, 5e, 4e, il n'a pas fait cours depuis le 14 mars. Si on prend le lycée, seconde, première, pareil. Si les parents ne s'impliquent pas pour que ces enfants aient des cours de vacances, entre guillemets, très tôt, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas, aussitôt après les examens, que l'on enchaîne avec des cours en ligne, parce que ces classes-là sont plus nombreuses que les classes d'examen, il sera difficile de les regrouper en présentiel et de respecter la distanciation sociale. Or, si ces enfants-là vont en classe supérieure, parce que les moyens de passage sont moyennes exigées, les moyennes exigées sont très faibles, ce qui fait que beaucoup d'entre eux vont passer en classe supérieure. Mais ils vont passer à quel niveau? Oui, avec des lacunes. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité et des autorités éducatives et des parents, et plus encore des parents, qui doivent en faire une exigence auprès des autorités, qui doivent, s'il le faut, aller chercher dans les plateformes des cours, même quitte à les payer. Nous, au niveau de ça, on est en train de réfléchir sur, parce que nous, nos cours, généralement, sont des cours gratuits. Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'organiser des cours pour les classes intermédiaires. Seulement, les enseignants hésitent, et à juste raison, parce que les apprenants s'inscrivent, mais ne sont pas très engagés dans l'apprentissage. Et pour qu'ils soient engagés, il faut que les parents s'impliquent. C'est une nécessité. Donc, il faut activer le levier parent. Il faut activer le levier parent. En fait, le levier parent doit s'activer de lui-même, à mon avis. C'est vrai. Il doit s'activer de lui-même. D'accord. Le parent, quand on te dit une plateforme est là pour faire des cours, c'est pas la plateforme qui doit courir venir toi. Ce doit être plutôt le contraire, dans l'intérêt de l'enfant. Et ça, je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation sur ça. Les parents doivent faire tout pour que leurs enfants, dans les classes intermédiaires, puissent faire leurs cours. D'accord. Merci Maïmouna. Mohamed Kamano, tu peux ouvrir ton micro pour parler. Ensuite, ça sera à Anne-Marie Diagne. Mohamed Kamano, vas-y. Alors, bonsoir. Bonsoir, Mohamed.
Ok, merci. Oui, c'est bon, Mohamed. l'opportunité. D'accord, merci pour l'opportunité. Alors, ma question, déjà concernant le data center, c'était de demander réellement, est-ce que sur le continent, on a déjà un pays qui a déjà son propre data center? C'était la question. Comme ça, bon, parce que moi, je pense qu'il y a 10 ans de cela, on parlait de ce même problème-là. On reprochait aux opérateurs de ne pas investir vraiment lourdement dans ce sens-là. Alors que le véritable problème, c'est réellement un problème d'infrastructure. On n'a pas d'infrastructure au niveau local ici qui nous permet vraiment de mettre en place un data center performant. Je pense que là, la première des choses déjà, c'est de parler d'infrastructure avant de parler de data center. Maintenant, pour la première question maintenant, c'était de savoir maintenant, est-ce que réellement les gens aujourd'hui ont compris ce qui veut dire apprentissage en ligne et apprentissage à distance? Parce que je pense que d'après tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a une confusion là qui se passe. Les gens, quand on parle d'apprentissage en ligne, ils confondent avec l'apprentissage à distance. Parce que le COVID est venu avec un moment où les gens se sont lancés dans l'apprentissage à distance, qui n'est pas forcément l'apprentissage en ligne. Donc, je pense qu'avant vraiment de pouvoir rentrer dans le fond des détails du débat, il faudrait vraiment faire la différence entre ces deux termes-là, pouvoir vraiment situer le problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le malheur, tout le monde s'est lancé sur les plateformes, alors que réellement, les conditions ou les prérequis ne sont pas réunis pour pouvoir vraiment délivrer un cours à distance. Okay. Donc, je ne veux pas trop prendre de temps. Merci, Mohamed. Voilà. Merci, Mohamed. Je pense que Khoudia avait répondu à ta question, mais peut-être qu'elle va y revenir après. Anne-Marie Diagne. Anne-Marie Diagne, tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. Anne-Marie? Allô? Oui, Anne-Marie, on t'entend. Voilà, merci beaucoup. La crise du Covid, si on pourrait lui trouver un avantage, c'est justement qu'elle permet de mettre en exergue les inégalités. J'ai été très intéressée par ce que Maïmouna disait, mais par exemple, elle parlait de jeunes qui, pendant qu'ils devaient faire leurs devoirs, étaient sur leur PlayStation ou pas. Moi, je vis dans une banlieue. Je suis en contact aussi avec beaucoup d'élèves qui sont dans les villages. Imaginez dans un village, votre mère est analphabète, votre père aussi, dans le sens qu'ils n'ont pas fait l'école formelle. Ils ont plusieurs enfants qui sont de niveaux différents, qui en présentiel allaient à l'école, celui-ci au CM1, celui-ci au CE2, etc. Déjà, au niveau des appareils, il y a généralement un seul téléphone dans la famille. Si ça existe, et ce n'est pas forcément un smartphone, les ordinateurs n'existent pas. Comment vous voulez que ces parents-là accompagnent d'une manière ou d'une autre l'enseignement à distance? Déjà, au niveau des terminaux, ça va poser un problème, au niveau de la connectivité, etc. Donc, il y a cette inégalité-là qui me paraît pratiquement insurmontable pour qu'un enseignement à distance se fasse selon les conditions dont Maïmouna a parlé. Moi, je suis chercheur à l'IFAN, à l'Université de Dakar, et je donne des cours à la faculté des lettres, notamment au département de linguistique, puisque je suis linguiste. Et j'ai été confrontée à pas mal de difficultés. J'ai voulu utiliser Teams. Mes étudiants, pour la plupart, n'avaient pas de compte institutionnel. J'ai beaucoup bataillé avec la direction de l'informatique pour que ces comptes soient activés. Ça n'a pas pu se faire, certainement parce que la demande était énorme. Finalement, je suis passée sur Zoom. Ça a plus ou moins marché, mais beaucoup me disaient qu'ils décrochaient en cours de cours parce qu'ils avaient des problèmes de connexion. C'est pour ça que j'ai pris le parti d'enregistrer tous mes cours. Et après, il s'est posé la question de les mettre à disposition. J'ai créé un groupe Facebook pour le cours où je mets mes cours en ligne et ils ont accès à ces cours-là par rapport à ça. Mais il s'est posé aussi le problème de l'interactivité. Dans un cours en présentiel, mes étudiants sont assez actifs, ils posent des questions, etc. Via l'enseignement en ligne, c'était assez difficile parce que certains n'arrivaient pas à activer leur micro ou bien la connexion permettait la réception, mais ne permettait pas d'envoyer la voix.
Donc, vous voyez, il y avait pas mal de problèmes, sans compter que c'était moins évident pour eux. Je suis donc passée par WhatsApp pour faire assez rapide, pour qu'ils puissent me poser les questions, ce qui revient à peu près au forum dont on parlait. Donc, il y a pas mal de difficultés. Aussi, les enseignants, pour la plupart, moi, j'ai toujours travaillé plus ou moins en ligne, puisque j'envoie chaque semaine, je le faisais déjà pour mes cours en présentiel, chaque semaine, j'envoie les PowerPoint du cours suivant aux étudiants pour qu'ils puissent les avoir à l'avance. J'envoie aussi la bibliographie. Quand j'ai des articles, je les fais parvenir. Donc, tout ça, c'était déjà plus ou moins en place et ça a continué. Mais il y a vraiment eu un énorme problème et va se poser également le problème de l'évaluation. Pour moi, ça ne se pose pas parce que j'organise, mon cours est fait en sorte que mes étudiants sont organisés en groupe de travail. Mais si je devais faire des évaluations comme ça se fait dans un amphi en entier avec une épreuve à faire, je ne vois absolument pas comment je pourrais le faire en ligne. Donc, si vous avez des réponses à apporter par rapport à c'est plus des remarques que des questions en tant que telles, je suis preneuse et je vous remercie pour l'opportunité. En tout cas, merci Anne-Marie parce que tu as donné même des pistes de solutions pour un peu répondre à ce problème de connexion des étudiants. Donc, enregistrer les cours, créer des groupes WhatsApp, Facebook pour envoyer les cours, ça peut être une solution. Patrick peut intervenir. Ensuite, on redonne la parole à Khoudia et Maïmouna. Patrick Carlo. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, Patrick, vas-y. D'accord. Oui, on t'entend. Oui, bonjour à tous et à toutes. Là, donc, merci de m'avoir incorporé. Là, donc, je réponds tout de suite à Anne-Marie Diane, là, parce que, bon, c'est la dernière chose, parce que j'ai noté beaucoup de choses. Mais moi, je reste optimiste. Moi, j'habite en France, là, je suis français. Mais je reste optimiste pour le Sénégal au niveau de, malgré la pauvreté qui à mon avis, n'est pas insurmontable au niveau. Bon, on sait que c'est centralisé sur Dakar. Bon, c'est centralisé sur Dakar, donc l'Internet est accessible à Dakar en payant quand même, tout en sachant que l'Internet est cher sur tout le territoire. Mais au départ, j'avais dit aussi que même hors connexion, au niveau, par exemple, parce que bon, Anne-Marie, elle est prof dans une matière, je n'ai pas noté, mais par exemple, me concernant, moi, en faisant de la formation informatique, je pense qu'il est possible de travailler hors connexion et puis de former des apprenants hors connexion d'une manière déjà efficace, ne serait-ce que sur une appli gratuite open source ou la plupart des versions gratuites sur de la bureautique, sur Excel, Word ou une base de données, etc. Et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi? Voilà, ce qu'il faudrait, bon, OK, pour les villages, bien évidemment. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi de la gamme de prix, parce qu'il faut tenter, parce que si ça ne démarre pas, il faut démarrer. Les gammes de prix des PC portables, donc ici, puis bon, déjà, en Europe, c'est facile d'en avoir dans la gamme de prix, enfin, je parle en euros, mais entre 100 et 200 euros, les reconfigurer sur un Windows 8, c'est-à-dire la meilleure version, la plus stable, au lieu d'acheter un Windows 10 qui est trop fragile. Donc, un petit portable, même si c'est un écran petit, j'ai un temps de parole, non? C'est combien de temps? Il ne faut pas que je reste trop longtemps, non? Il te reste 1 minute, Patrick. Ah, 1 minute, bon, allez, ok, je me dépêche. Donc, voilà, Oui. et puis donc, dernière chose, 1 minute, favoriser, apprendre aux Sénégalais l'utilisation des boîtes mail. Voilà, moi, à mon avis, parce que ça, c'est les mondialiser, c'est donner l'accès, et pas trop, bon, Android, d'accord, les téléphones, ok, mais le multitâche sur un Android, comme j'ai parlé souvent au Sénégal avec des jeunes là, qui me disent, ouais, ça va bien, mais déjà, on n'a pas le confort, et puis bon, sans même parler de la nuisance au niveau de la vue, hein, on n'a pas le confort d'un multitâche sur un PC, même un petit notebook, etc. Donc, le notebook rabaisse le téléphone, quel que soit le téléphone, au rôle de téléphone, ce qu'il est au départ d'ailleurs. C'est un outil, voilà. Et je vous remercie bien et puis bien content. Puis je me réinscrirai bientôt. J'ai noté beaucoup de choses. Là, je me suis même inscrit à Ubuntu, Digital Ubuntu, là. Voilà. D'accord. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. OK. Merci Patrick, en tout cas, de l'intérêt que vous portez au Sénégal et à notre détail. Donc, Khoudia, tu peux intervenir sur les 3 interventions de Patrick, de Marie et de Mohamed. Merci Awa.
Donc, d'abord, j'ai mieux compris maintenant la question de Mohamed par rapport au data center. Il a mal écrit sur le chat. Donc, bien sûr, il y a des data centers aujourd'hui dans le continent, je dirais même pas dans le continent, mais au Sénégal même. On a le data center de Sonatel, qui est à Rufisque, on a le data center de Free, aussi qui est à Diamniadio. J'ai personnellement visité ces data centers-là et franchement, on n'a rien à envier aux autres data centers qui sont dans les pays les plus développés. Ce sont des data centers qui sont certifiés et tout. Et maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'au niveau des offres, les tarifs restent encore très élevés pour une petite et moyenne entreprise, pour une école privée, etc. C'est pourquoi tout le temps, je leur dis, il faut vraiment démocratiser ces offres-là et mettre en place des offres sur mesure et pousser vraiment les petites et moyennes entreprises, les écoles, les universités à venir héberger leurs solutions dans ces data centers-là. Donc, il existe bel et bien des data centers. L'ADE aussi, je pense, a un projet de data center. L'UVS même a son mini data center, même si ce n'est pas à la taille des data centers des opérateurs. Et aujourd'hui, on a vraiment, j'ai visité ces data centers, mais au niveau de l'environnement, ils assurent la haute disponibilité, la connectivité, l'énergie, le froid, tout est respecté, tout est aux normes. Donc, il y a vraiment des solutions. Donc, j'avais déjà répondu à la question sur la différence entre la formation à distance et la formation en ligne. La formation en ligne est une forme de formation à distance, mais c'est la plus connue quand même. Des types de formation à distance. J'ai donné l'exemple de la chaîne Canal Éducation. Il y a également d'autres formes. Quand on parle d'enseignement en ligne, il faut comprendre aussi, ça me permet de répondre à la question de réagir par rapport à la contribution d'Anna Diagne que je salue bien. Anna fait partie vraiment des premières enseignantes de l'UCAD qui ont aimé le numérique, qui ont aimé l'informatique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui auraient, ils n'ont plus le choix, si je peux dire. Ils n'ont plus le choix. Il faut forcément qu'ils adoptent ces outils-là. Donc, pour répondre à Anna par rapport à cette disparité-là qu'on note, vous voyez, c'est une question très difficile. Aujourd'hui, une famille qui n'a pas d'ordinateur portable, qui n'a pas de smartphone, mais quand même, il y a les modèles pédagogiques peuvent être adaptés, hein, et les enseignants-chercheurs que vous êtes là pour réfléchir et proposer des solutions. Par exemple, nous, à l'UVS, on a des Zeno. Les étudiants qui ont des difficultés pour se connecter sur la 4G ou la 3G se déplacent dans nos Zeno où on met de l'Internet au début, de la fibre optique. L'étudiant peut venir à l'ENO, télécharger l'ensemble de ces cours pour pouvoir au moins faire ses activités en mode... C'est quoi l'ENO? L'espace numérique ouvert. C'est quoi l'ENO? L'espace numérique ouvert. Vous savez, l'université virtuelle du Sénégal, c'est un modèle pédagogique innovant qui s'appuie sur les technologies de l'information, mais également, on a des espaces numériques ouverts. Il est prévu qu'on en ait 50, mais pour le moment, on en a 13 dans presque toutes les régions du Sénégal. Ce sont des espaces d'apprentissage, de socialisation, où les étudiants peuvent venir avoir accès à Internet au débit, avoir accès à un client léger pour pouvoir travailler tranquillement. Ils peuvent télécharger leurs ressources pédagogiques, faire leurs activités plus tard en mode asynchrone, ou bien rester à l'ENO, faire les activités en mode synchrone. Vous savez, en enseignement à distance, le mode asynchrone est important. Mais il est aussi important d'avoir des activités en synchrone. L'élève, l'apprenant, a besoin parfois de voir son enseignant, de poser des questions en temps réel, d'où l'utilité des salles virtuelles. Et l'enseignement à distance a un coût. Il y a plusieurs
personnes qui pensent que oui, on fait de l'enseignement à distance, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous, à l'UVS, nous avons un LMS, un Learning Management System qui s'appuie sur Moodle, qui est un outil open source, mais derrière, on achète des licences. Derrière, on acquiert un data center. Derrière, on paye la connectivité qui nous coûte très, très, très cher. Les liaisons spécialisées. Si je vous dis qu'on dépense des centaines de millions par année sur la connectivité, au niveau central, pour que nos plateformes ne tombent pas, pour qu'on ait la redondance des liens, tous les opérateurs sont chez nous. Donc, l'enseignement à distance, c'est vraiment toute une stratégie. Le numérique éducatif, c'est toute une stratégie globale. Donc, aujourd'hui, ce que fait Anna, elle se débrouille parce qu'elle n'a pas de solution. Mais faire un cours sur Facebook, faire un cours sur WhatsApp, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nous devons voir. Oui? Excuse-moi, il y a Anna-Marie qui dit, avec la COVID, est-ce que les zénos fonctionnent toujours? Oui, les zénos fonctionnent. Les zénos fonctionnent toujours. On a fermé les zénos à un moment. C'était quand on a pris les mesures pour fermer les universités. Nous, on a fermé les zénos pendant le mois depuis le 16 mars, mais on les a ouverts depuis le 2 juin. Parce que nous, nos apprenants, comme je vous l'ai dit, nos étudiants qui viennent d'arriver à l'université, on leur fait des formations en présentiel dans les zénos pendant 3 mois pour qu'ils soient autonomes plus tard. Et à l'issue de ces formations-là, on leur donne un ordinateur. L'État leur donne un ordinateur et une clé de connexion 4G. Est-ce que vous savez que l'État paye chaque mois plus de 70 millions aux opérateurs? 70 millions. Donc, vous voyez, l'enseignement à distance a un coût. Donc, la gestion des identités, la gestion de la sécurité des accès. Donc, tout ça, c'est organisé. Maintenant, si on est dans des solutions disparates par-ci, par-là, créées par des enseignants, par une ou deux personnes, non, il faut des solutions globales, des solutions formalisées, portées par l'institution. Parce qu'il est question de sécurité, il est question d'accès. Et Anna en a parlé vers la fin. Aujourd'hui, même si elle arrive à faire ses enseignements en ligne, avec Facebook, avec WhatsApp, qu'en est-il des évaluations? Nous, à l'UVS, aujourd'hui, on vient de mettre en place un système d'évaluation en ligne. On peut évaluer nos apprenants en ligne, à partir de chez eux, à partir de n'importe où sur Internet. Il suffit qu'ils soient connectés. Mais là, c'est parce qu'on maîtrise nos identités, on connaît qui est étudiant à l'UVS, qui ne l'est pas. Donc, on a des outils d'authentification. Donc, c'est un tout. Et on est sûr que le jour de l'examen aussi, on a un plan A, un plan B, un plan C pour que si telle solution ne marche pas, que l'étudiant puisse faire son évaluation en utilisant un autre système, où on demande à l'étudiant d'aller à l'ENO et où nous, on s'assure de la haute disponibilité de la connectivité à l'ENO. Donc, c'est vraiment toute une stratégie globale. Mais aujourd'hui, je comprends les enseignants, je les comprends. Si l'institution ne met rien à leur disposition, chacun se débrouille pour faire ses cours. C'est ça. Maintenant, par rapport à la question de Patrick, voilà, par rapport à la question de Patrick, c'est une contribution par rapport aux équipements. Vraiment, il y a des structures comme Close the Gap qui font des ordinateurs reconditionnés à des prix vraiment abordables. Il y a le programme Un étudiant, un ordinateur. Donc, il y a vraiment pas mal d'initiatives. Il nous faut vraiment mettre tous les acteurs en synergie pour qu'on puisse vraiment développer l'enseignement à distance, qui n'est plus une alternative, hein, mais qui est vraiment la solution. Merci. D'accord. Merci, Khoudia. Donc, Maïmouna, qui peut intervenir par rapport à ces 3 interventions? Oui, merci beaucoup, Awa. C'est très riche, très instructif. Je commencerai par Anna pour sa préoccupation. En fait, le problème que pose Anna me ramène à ce que j'ai dit dès le départ et ce sur quoi j'insiste, la formation des enseignants. C'est-à-dire que, et l'implication des autorités. Teams est effectivement disponible pour Anna, pour l'université, et c'est également disponible pour nous à l'éducation nationale parce qu'ils ont acheté les licences. Mais les licences sont achetées et les comptes ne sont pas activés. Ça, c'est un réel problème. Et l'activation de compte, c'est du ressort des autorités. Anna, en tant que professeur, ne peut pas activer le compte de ses étudiants. Moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas activer le compte de mes élèves.
Donc, Patrick, est-ce que tu peux fermer le micro, s'il te plaît? Ah, excuse-moi. Donc, J'ai pas compris le compte, l'ouverture de ça, c'est compte. un problème. Allô, Patrick, Excuse-moi, micro, est-ce Maïmouna. que tu peux fermer? Est-ce que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? C'est bon? Alors, si Awa ou Anceline, vous pouvez fermer les micros de Patrick. Donc, je disais à Awa que, comme l'a dit, Facebook ou WhatsApp, ce ne sont pas des outils pour enseigner. Si je prends les outils dont j'ai parlé, qui sont de Moodle avec son LS, qu'il s'agit de Digital Ubuntu, qu'il s'agit de le Calam, l'UVS utilise tous Moodle. Et si je prends les scènes avec Teams ou Classroom, si je prends le cas de Zoom, Anna, je t'aurais conseillé de te rabattre sur Classroom plutôt que sur WhatsApp. Je m'explique. Sur Classroom, c'est comme sur OneNote avec Teams, et c'est un problème que beaucoup d'enseignants utilisent Teams, mais ignorent que OneNote est impliqué dans Teams. Et OneNote permet également de régler le problème des évaluations, même individuelles, de même que Classroom. Et ce sont également des applications qui permettent de régler le problème de l'interactivité. Je m'explique en utilisant Classroom que je connais le mieux. Dans Classroom, quand j'ai mes élèves, il y a une de forum avec ce qu'on appelle flux, où nous pouvons discuter ce qui est dit dans le flux et vu par tous les participants dans la classe. Le devoir, quand Anna lance son devoir, elle peut sélectionner, puisqu'elle travaille en groupe, elle fait des travaux groupes, elle sélectionne elle leur attribue à chacun un travail. Et ce travail de groupe attribué au groupe 1 ne sera vu que du groupe 1, ainsi de suite. Donc, il y a une différence. Quand elle corrige les devoirs, quand elle rend ses notes en Classroom, seuls les élèves concernés par le devoir qu'ils ont rendu les voix. Elle peut discuter en message privé avec ses étudiants qui pourront poser leurs questions. Et s'il y a un problème de connexion qui se pose, l'élève peut toujours attendre d'avoir la connexion pour revenir sur ses cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que, Patrick l'a dit tout à l'heure, Mohamed également, l'enseignement en ligne au Sénégal, les gens pensent que c'est tout simplement du synchrone. C'est-à-dire on fait de la vision, on fait des cours. Non. L'enseignement en ligne repose en fait en majorité sur le synchrone. L'asynchrone a plus, parce que c'est comme ça que revenir sur ce qui a fait, revenir sur les cours qu'on a donnés, etc. Que je peux donner, c'est par rapport à l'inégalité et au suivi des parents. Anna, même en présentiel, le parent analphabète réveille son enfant pour lui dire d'aller à l'école, vérifie s'il va à l'école. Et moi, beaucoup de gens me disent, me le reprochent. Je dis que le problème de l'équipement en smartphone, peut-être un ordinateur ou tablette, mais un smartphone, ça ne se pose pas réellement. Je m'explique. Dans toutes les maisons du Sénégal, même dans le fin fond du Sénégal, il peut y avoir des problèmes de connexion, mais il y a souvent présence d'un ou de deux smartphones. Parce que dans ces fins fonds du pays, la plupart des gens sont immigrés et ils achètent des smartphones haut de gamme à leurs parents justement pour pouvoir communiquer avec eux via WhatsApp. Quand je peux utiliser WhatsApp, je peux pouvoir éliminer certaines applications qui ne me servent qu'à jouer, qu'à communiquer tout simplement pour mettre en priorité des applications ou un site qui me permet d'apprendre. C'est un choix. Et moi, ça, c'est une conviction que j'ai.
Mais cela ne veut pas dire que je récuse le problème de l'équipement, parce que j'en ai parlé, il faut équiper les enseignants, il faut équiper les élèves, et le problème de la connectivité. Voilà en gros les réponses que je pouvais donner. Awa, je ne sais pas si c'est bientôt fini ou pas, mais mon association est en train de, nous sommes en train de faire. Maïmouna, ton micro est encore désactivé. Donc, nous sommes à la dernière ligne, nous sommes à la ligne droite. Hein. Donc, Khoudia, voilà, nous avons une synthèse, justement, Awa, je voulais dire que nous avons une synthèse avec Senoum dans le cadre des classes virtuelles, mais que nous avons élargi à tous les élèves intéressés. Nous organisons une synthèse pour aider les élèves de terminale. Aujourd'hui, nous faisons une synthèse en histoire. Donc, je vais te laisser en même temps aussi donner ton dernier mot. En mathématiques. Voilà. Ben, mon dernier mot, c'est simplement de remercier le FESTIC, de saluer vraiment toutes les initiatives du FESTIC. Depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, tous les webinaires organisés ont été des webinaires intéressants, instructifs, et vraiment, le FESTIC contribue largement à cette culture du numérique dont je parlais tout à l'heure. L'autre élément, c'est lancer un appel à tous les Sénégalais. Cette pandémie, elle est là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle part, et nous avons besoin que nos enfants continuent d'être éduqués, que nos enfants continuent de suivre leurs cours. Alors, je lance un appel à tous les acteurs du système, parents, enseignants, élèves, autorités administratives, que tous en synergie se mettent ensemble pour une continuité effective des cours en ligne ou de façon hybride, mais que les classes intermédiaires surtout ne soient pas sacrifiées. Voilà. Et je remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont assisté, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Et tu me permettras, Awa, de profiter de cette tribune pour lancer un appel à tous les élèves qui éventuellement nous suivent ou aux parents de venir suivre en fait la synthèse d'histoire qui va démarrer dans quelques minutes sur Facebook, sur la page Facebook de Senoum, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Merci beaucoup. Merci Maïmouna, et nous te remercions au passage de ta participation et de l'excellence de l'échange, ainsi que même Dior qui nous a quittés tout à l'heure pour, je dirais, des contraintes professionnelles. Khoudia, on va te laisser placer ton dernier mot. Merci ma chère Awa, merci Maïmouna et Dior d'avoir partagé aujourd'hui ce plateau avec vous. Les échanges ont été vraiment très riches. Je remercie aussi l'ensemble des participants sur Zoom, mais également tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est très, très, très vaste. On n'a pas pu partager toute notre expérience dans le domaine de l'e-learning, mais ce qui est important de retenir, c'est que Maïmouna en a parlé tout à l'heure, il nous faudrait des systèmes éducatifs résilients, et cette résilience-là ne peut pas se faire sans de bonnes infrastructures technologiques. Cette résilience-là ne peut pas se faire sans une formation de qualité, des ressources humaines qualifiées, en commençant par les enseignants, les parents, les apprenants et tout le monde. Et ce qui nous amène à dire qu'il faut une culture du numérique. Il faut cultiver cela chez tout un chacun. La baisse des tarifs, j'en ai parlé, l'accès gratuit au contenu pédagogique, je le dis tout le temps, si les opérateurs peuvent donner un Facebook gratuit, pourquoi pas donner l'accès à un cours gratuitement? Donc, ça c'est juste le bon sens. Donc, je pense qu'il nous faudrait une stratégie nationale pour repenser, redéfinir les modèles pédagogiques en mettant à leur cœur les systèmes numériques. Il le faut, les outils numériques. Il le faut, ce n'est plus une alternative. Donc, je remercie FESTIC de m'avoir donné l'opportunité de venir échanger cet après-midi avec vous. Je remercie l'ensemble des participants, tous les organisateurs, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Merci à toi, Khoudia. Donc,
Festic, à travers moi, vous remercie. Nos 3 intervenantes rôle modèles, que sont Maïmouna Lei Diakhaté, Dior Birima Samb, Khoudia Gayndoy, des femmes battantes qui donnent l'exemple aux filles d'aujourd'hui et qui permettent à Festic de montrer des exemples à travers ces femmes leaders-là. Et le thème est intéressant. Peut-être on va y revenir ultérieurement avec d'autres, je dirais, un autre thème sur le e-learning qui nous permettra de brasser un peu plus large. Donc, nous vous remercions aussi bien ceux qui sont au niveau les participants que ceux qui sont au niveau de Facebook ou de notre page Festic. Donc, nous vous remercions de votre participation à ce Jotaay Festic et nous vous donnons rendez-vous prochainement, le mois prochain, avec l'agriculture connectée. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci à toi, merci au Festic. Au revoir à tous. Au revoir, Maïmouna. Merci. Merci, Khoudia. Au revoir.